Les deux groupes invitent le peuple malien et les partenaires à s'investir pour une meilleure sortie de crise. La France encore généreuse à l'endroit du Mali, 14 milliards 150 millions de francs CFA. C'est le montant de la convention signée aujourd'hui entre la France et le Mali. Sur ce montant, 7 milliards sont destinés à la construction et réhabilitation des infrastructures au nord du pays et les 7 autres milliards constituent un don, un apurement de dette. Le document a été signé côté français par l'ambassadeur de France dans notre pays et côté malien par le ministre des Finances. C'était en présence de notre reporter Sidiki Dambélé. C'est une bouffée d'oxygène pour l'économie malienne. À travers cette convention signée ici par l'ambassadeur de France et les ministres des Finances, la France débloque 21 600 000 euros, soit 14 milliards 150 millions de francs CFA. Une enveloppe répartie selon les priorités de l'heure. Pour moitié, c'est de l'effacement de dette. Pour 7 milliards de francs CFA, tout simplement la France qui dit, ben voilà, vous nous deviez 7 milliards, vous ne nous devez plus rien. Donc c'est de l'effacement de dette pur et simple. Et pour les 7 autres milliards, c'est des crédits qui doivent être consacrés à la reconstruction dans le Nord. Donc il y a 7 milliards pour la reconstruction, notamment de tous les bâtiments qui ont été détruits. 7 milliards d'apurements d'arriérés et 7 milliards de francs CFA pour la réhabilitation et la construction d'infrastructures dans les régions de Gao, Tombouctou et Kidal. Au ministère des Finances, on ne pouvait pas attendre mieux d'un pays ami. Je crois qu'il se passe des choses entre le Mali et la France qui nous dépassent tous, il me semble. Il y a une fraternité, il y a un souci de l'autre qui, je crois, enfin la cause dépasse sans doute les hommes. Voilà. Rappelons qu'en 2008, la France avait annulé la dette monétaire du Mali sous forme de reconversion, autrement dit des montants réinvestis sur place dans des projets prioritaires. La commission Dialogue et Réconciliation va à la rencontre des leaders communautaires et autres organisations de la société civile à Bamako. Ce premier contact de la commission a pour but de présenter aux responsables locaux la structure et ses différentes missions, des missions dont le succès est tributaire de l'implication de ces leaders, nous dit Adama Akodjou. Les membres de la commission Dialogue et Réconciliation ont tenu d'abord à présenter leur structure et ses missions au Mali entier. Ainsi, la rencontre de Bamako intervient après celle tenue dans toutes les régions du Mali, excepté Kidal qui recevra bientôt la commission. Il s'agit d'abord d'identifier et recenser les forces politiques et sociales ainsi que les groupes armés concernés par le processus de dialogue et de réconciliation. Ensuite, enregistrer les cas de violation des droits de l'homme commis dans le pays du début des hostilités jusqu'à la reconquête totale du pays. Ensuite, identifier et proposer des actions destinées à renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale. Et enfin, promouvoir les vertus du dialogue et de la paix, l'émergence d'une conscience nationale et de l'intérêt général, les valeurs démocratiques et socio-culturelles du terroir. La commission n'a pas vocation à se substituer au pouvoir judiciaire, a précisé son président. La justice doit faire son travail pour éviter des frustrations et l'esprit de vengeance, a réaffirmé la vice-présidente de la commission. Pour l'efficacité de ces activités, la commission s'est dotée d'organes, l'assemblée plénière, le comité exécutif et le secrétariat général. L'appel à l'accompagnement de Mohamed Salia Soukona a eu le résultat escompté. Car science tenante, les différents intervenants ont affiché leur disponibilité à travailler avec la commission. C'est une commission de terrain, cela nous réconforte beaucoup. Nous avons cru devoir saisir également cette occasion pour affirmer à la commission notre disponibilité totale, la disponibilité totale de tous les chefs de quartier, et je peux même dire de tous les chefs de village, de tous les chefs de fraction. Le mandat de la commission est de 2 ans. Elle rend compte de ses activités au président de la République tous les 3 mois.
page élection de ce journal, jour J-5. À quelques jours donc de l'élection présidentielle, le président de la commission Dialogue et Réconciliation s'adresse aux candidats en lice. Mohamed Salia Sokona prône la non-violence dans le langage et dans les actes. Nous vous proposons de suivre le président de la commission Dialogue et Réconciliation, des propos recueillis par Alousseni Touré. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, dimanche prochain, 28 juillet 2013, notre pays connaîtra avec le premier tour de l'élection du président de la République une étape très importante de son retour à la démocratie et à l'ordre constitutionnel. Chacun de vous a pu constater à cet effet qu'une véritable effervescence se manifeste partout dans nos villes et nos campagnes, marquant notre profond attachement à la première institution de la République. Mais cette effervescence, somme toute légitime, ne doit en aucun cas être ternie par des propos et actes désobligeants les uns envers les autres. Mes chers compatriotes, en ma qualité de président de la commission Dialogue et Réconciliation, il est de mon devoir d'appeler l'attention des uns et des autres que nous devons bannir de nos propos et de notre comportement toute forme de campagne à caractère régionaliste, ethnique, raciste, sexiste ou religieux. Bien au contraire, nos candidats à l'élection présidentielle doivent promouvoir le dialogue et la réconciliation, l'unité et la conscience nationale, la cohésion sociale et la paix. Pendant le scrutin, tous ont le devoir, candidats comme militants, de s'abstenir de toute action susceptible d'entraver le bon déroulement du vote, le dépouillement des résultats, leur acheminement et leur proclamation officielle. Une fois l'opération de vote terminée, mes chers compatriotes, nous devons tous avoir pour seul credo le Mali, notre très chère patrie, pour le règlement de tout contentieux, en privilégiant le dialogue et la concertation, la consultation et la médiation, et au besoin de recours aux juridictions compétentes. Nous sommes une grande nation, c'est connu et reconnu. Nous serons en plus une grande démocratie chaque fois que nous avons la force de reconnaître notre défaite en félicitant le vainqueur. Je souhaite pour tous et pour notre pays une élection apaisée. Merci de votre aimable attention. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire convie demain, mercredi 24 juillet à 10 h dans la salle de conférence de son département les mandataires des candidats à l'élection présidentielle du 28 juillet prochain et un représentant par regroupement politique. Ordre du jour, information sur l'état des préparatifs de l'élection présidentielle du 28 juillet et la procédure de centralisation des résultats. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, convie l'ensemble de la presse internationale accréditée, les représentants des associations fêtières de la presse nationale à une rencontre d'échange demain mercredi dans la salle de réunion du ministère à 15 h. Le ministère est situé à la cité administrative. L'ordre du jour porte sur les dispositions pratiques à la couverture médiatique des élections. Et enfin, la mission d'observation de l'Union africaine invite la presse nationale et internationale à la conférence de presse qu'elle organise demain mercredi à 12 h midi dans une des salles de conférence de l'hôtel Radisson. À cette occasion, le chef de mission Edem Kodjo rendra publique la déclaration préélectorale des observateurs de l'Union africaine.
Meeting du candidat du parti Rassemblement travailliste pour le développement à Ségou, Dr Ahmed Sow, était face à ses militants. Les échanges ont porté sur la vision du candidat et les dernières consignes pour l'élection présidentielle de dimanche prochain. Nous retrouvons depuis Ségou Kandesila. Pour le dernier virage de la campagne électorale, le candidat du Rassemblement travailliste pour le développement a choisi la salle Merouba de Ségou pour remobiliser ses militants avant le sprint final de dimanche prochain. Accueil populaire, puis lecture du Coran, mot de bienvenue et témoignage sur l'homme qui, selon ses militants, incarne le changement. Ce changement, Ahmed Sow entend le traduire dans son projet de société. Le socle est une agriculture moderne. Je dis d'abord qu'il faut arrêter l'agriculture itinérante. Ça veut dire qu'il faut fixer les paysans en leur donnant les terres. Moi, je propose de donner 5 hectares à chaque exploitant agricole familial. Ça me fait 5 millions d'hectares pour un pays qui a 40 millions d'hectares de terres arabes, premièrement. Je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, c'est un travail fastidieux qui prendra un certain temps. Mais il faut commencer et il faut arriver à le terminer. Deuxièmement, je dis qu'il faut donner des équipements aux paysans. 65% de nos paysans encore utilisent la daba. La daba ne peut plus permettre de nourrir les 15 millions de Maliens et demain, c'est-à-dire dans 5-6 ans, les 20 millions de Maliens. D'où la nécessité de faire en sorte que chaque paysan malien puisse avoir une charrie de 2 bœufs. Et à cet effet, la BNDA, restructurée, renforcée, va octroyer des prêts aux paysans pour qu'ils les payent en 5-6 ans. Le chemin du changement passe aussi pour le candidat du RTD par un réarmement moral. D'autres valeurs, notamment dans le domaine des ressources humaines, qui nécessitent une véritable refondation. Aujourd'hui, vous savez que notre pays, le manque à gagner par la corruption, c'est 500 milliards. Mais si moi j'arrive à faire travailler la douane correctement, à faire travailler les impôts correctement, à faire travailler les affaires économiques correctement et tous les services économiques, et que je n'ai que la moitié de ces 500 milliards détournés, mais je peux doubler les salaires. Les défis économiques, sécuritaires et financiers auxquels le Mali est confronté, le candidat du RTD entend relever ces défis avec l'ensemble des Maliens et Maliennes qui incarnent les vertus du changement. Dans un pays où il y a des gens incompétents qui occupent des places importantes parce qu'ils ont été cooptés par les partis politiques, dans un pays où la plupart des gens travaillent pour eux-mêmes, comment voulez-vous que ce pays puisse se retrouver et comment voulez-vous que ce pays puisse se développer? Et ce schéma ancien, c'est ce qui risque d'être reconduit. C'est pour cela qu'il faut un changement radical et cela passe par le renouvellement de la classe politique. Quant à l'issue du scrutin, le docteur Ahmed Sow s'attend à des élections libres et démocratiques. Restons à Ségou, 1 million de votants pour les élections du 28 juillet prochain dans les régions de Ségou et Koulikoro. C'est l'un des objectifs majeurs du projet d'éducation civique et électorale. Ce projet, qui vient d'être lancé à Ségou, est une initiative conjointe de l'Association pour la promotion du développement communautaire et le projet d'appui au processus électoral au Mali. Nous retrouvons Kandesila. Initiative conjointe de l'Association pour la promotion du développement communautaire APIDEC et du PAPEM, projet d'appui au processus électoral du Mali, le projet d'éducation civique et électorale vise de façon générale à susciter une mobilisation forte des jeunes et des femmes de Ségou et de Koulikoro pour une participation positive aux échéances futures au Mali, dont l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Nous avons estimé une population à partir des PDSEC de 2 598 531 habitants. Il faut quand même qu'on puisse mobiliser au moins 1 million de personnes en âge de voter. Il s'agit à travers 8 objectifs majeurs de former 40 personnes dans chaque commune qui seront des relais pour véhiculer des messages relatifs au processus électoral et à l'éducation civique. Ces relais bénéficieront de l'accompagnement nécessaire des radios de proximité partenaires pour atteindre le maximum de cibles dans les 3063 villages des 2 régions. Nous nous réjouissons particulièrement du lancement de ce projet qui est en fait
un éveil des consciences qui sera exécuté dans l'ensemble des cercles de la région de Ségou et de Koulikoro. Notons enfin que la cérémonie de lancement, qui a regroupé des centaines de participants venus de Ségou et de Koulikoro, a été une occasion avec les responsables du projet et les groupes cibles d'échanger sur le mécanisme de la mise en œuvre de ce projet qui va durer 6 mois pour un coût d'environ 11 millions de francs CFA. Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP a procédé au lancement du guide pratique pour la gestion des conflits électoraux en Afrique de l'Ouest. Le document devra contribuer à la pacification du processus électoral en Afrique de l'Ouest et plus précisément au Mali. Moussa Fane, reportage. Pour prévenir les conflits électoraux, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP et ses partenaires viennent de mettre un guide à la disposition des partis politiques et de la société civile. Guide pratique pour la gestion des conflits électoraux en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un document qui devra permettre de gérer les litiges liés aux élections. L'idée maîtresse derrière la démocratie est que le principe des élections est destiné à résoudre pacifiquement le problème de la lutte pour le pouvoir, non pour l'aggraver. Le document de 168 pages est réparti en 4 sections, axées sur un certain nombre de préoccupations relatives au bon déroulement des élections et à la gestion des conflits électoraux. Ce guide devra contribuer à la réussite de la tenue de l'élection présidentielle au Mali. Mais ce que je voudrais plutôt dire, et insister là-dessus, c'est le vote paisible, c'est la campagne paisible, c'est l'attitude paisible, l'attitude citoyenne qui va donner un nouveau visage à ces pays. Le gouvernement du Mali soutient toutes les initiatives de la société civile tendant à résoudre les conflits souvent fratricides qui surgissent avant, pendant et après les élections. Pour une élection apaisée au Mali, les réseaux ouest-africains pour l'édification de la paix entendent former les acteurs impliqués dans le processus électoral. Implication des femmes dans le processus électoral et de réconciliation, la campagne d'information des femmes initiée par la CAFO en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique a pris fin. C'est la commune rurale de Ngabakoro-Droit qui a abrité les travaux de cette cérémonie de clôture en présence de notre reporter Moussokura Konaté. Cette campagne d'information a duré 3 mois. 3 mois d'information et de sensibilisation des femmes sur leur rôle dans l'émergence d'une démocratie représentative et souveraine au Mali. Les objectifs poursuivis par les initiateurs étaient, entre autres, la participation des femmes au processus de paix et de cohésion sociale, leur mobilisation autour du retrait des cartes de lecteurs et le vote massif le jour du scrutin. Ces objectifs sont atteints selon la présidente de la CAFO qui se dit optimiste pour des élections paisibles et transparentes. Les femmes sont très en marge de l'information et souvent ça les empêche de faire le bon choix. Et cette fois-ci, on a voulu aller très loin pour expliquer la carte Nina, l'importance de la carte Nina, l'importance d'exercer sa citoyenneté en toute autonomie et en toute responsabilité. Pour l'ambassadeur des États-Unis au Mali, à travers cette campagne, la CAFO s'est acquittée d'une noble tâche, celle d'encourager le leadership féminin qui constitue un élément essentiel dans la reconstruction et la réconciliation nationale. Au cours des mois passés, vous avez animé des débats à travers tout le pays, de Gao à Tombouctou, de Sikasso à Ségou, de Mopti à Kai, d'Inanfonke à Gundam, et enfin, pour terminer ici. Le voyage n'a pas été facile. Mais le jeu en valait la chandelle. Je tiens donc à vous encourager, vous femmes ici présentes, et de vous réaffirmer le soutien du gouvernement des États-Unis pour votre rôle dans la préservation de l'espoir d'un avenir promoteur et unificateur pour le Mali. La campagne a été initiée par la CAFO et soutenue par l'USAID. Elle a été organisée autour de débats citoyens impliquant les femmes. Les activités ont couvert tout le territoire national. Le gouverneur du district de Bamako porte à la connaissance des agents électoraux, présidents de bureau et assesseurs retardateurs des communes 1, 2, 3 et 4 du district de Bamako n'ayant pas reçu de formation qu'une session spéciale sera organisée à leur intention jeudi 24
mercredi plutôt 24 juillet à partir de 9h dans leurs lieux habituels de formation. Il s'agit de commune 1, école Bahaben Santara à l'ouest du terrain de football Lasco. Commune 2, groupe scolaire de l'OPAM à Kenzambougou. Commune 3, école fondamentale de Amadouli de Badiala 1. Commune 4, groupe scolaire Aminata Diop à Lafiabougou. Le consul général du Mali en France informe les électeurs qu'à partir de demain, mercredi 24 juillet, ils peuvent prendre connaissance de leur lieu de vote en consultant les listes affichées au 36 rue Pierre et Marie Curie, 93 170 Bagnolet, dans la salle du même nom et à la mairie de Montreuil, 6-1 place Jean Jaurès. Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection présidentielle du 28 juillet, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain, mercredi 24 juillet, pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h30, Shogel Kokala, Meiga MPR. 10h, Oumar Ibrahim Touré, APR. 10h30, Oumar Mariko du SADI. 11h, Modibo Sidibé, phare. 11h30, Nyankoro Ye Samake. Le président du comité national de l'égal accès aux médias d'État informe les candidats Zoumana Sako de Sénas Faso Here, Ousmane Ben Fana Traoré PCR que l'enregistrement de l'entretien de 10 minutes se fera dans la matinée de demain, mercredi 24 juillet. Tous les candidats prendront contact avec la direction de l'ORTM la veille de l'enregistrement pour en indiquer le lieu et l'heure. Et cette annonce du Comité national de l'égal accès aux médias d'État, vous pourrez suivre après ce journal les messages de campagne des candidats. Jamil Bitar de l'UMAM, Muntagatal de Sénit Faso Yiriwaton, Sibiri Koumaré du parti Sira et Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo Diarra du RPDM. Ces messages de campagne seront suivis des entretiens de 10 minutes avec les candidats Cheikh Keita de l'UDA et Racine Seydou Cham de CAP. L'opération de retrait des cartes Nina dans le cercle d'Ansongo se poursuit normalement. Les 7 communes du cercle enregistrent à ce jour un taux de retrait de plus de 90%. Ce record est dû à l'implication des autorités administratives, politiques ainsi que des leaders communautaires du cercle. De Gao, nous trouvons Drissa Kone et Djibril Bagayogo. Sur 59 192 personnes enrôlées dans le cercle d'Ansongo, 53 710 ont déjà retiré leur carte Nina, soit un taux de retrait de 90,73%. On a demandé à ce que vraiment les gens viennent enlever. Donc depuis un certain là, tout le monde vient. Les opérations ont débuté le 28 juin dans toutes les communes du cercle, sauf à Talatay où la distribution a connu un léger retard. Cela est dû au fait que cette commune est considérée comme une zone à risque. Mais dès l'arrivée de l'équipe de remise à Talatay, majorité d'Aoussaka, la surprise était grande car les populations s'impatientaient d'avoir leur carte Nina. À Talatay, 9 998 enrôlés, 9 189 distribués, 809 cartes restantes. Et 91,90%. On est venu trouver que les chefs de fraction, les conseillers, les notables, tout le monde est là. Donc cela nous a facilité la tâche. On a fait correctement le travail. J'étais même surpris par vraiment le respect dont j'ai été entouré par ces gens. Ces résultats satisfaisants a galvanisé l'élan des autorités d'Ansongo afin de relever les autres défis d'ici le 28 juillet. Il nous reste aujourd'hui à acheminer le matériel sur les différentes communes et nous allons nous atteler à ça. Aujourd'hui, doit commencer la formation des présidents des bureaux de vote. Et va suivre la formation des assesseurs, peut-être qu'il va prendre 2 ou 3 jours compte tenu de l'effectif. Au moment où des résultats encourageants sont enregistrés par les acteurs, des responsables de l'aménagement présents à Gao sillonnent le cercle d'Ansongo pour une meilleure sécurisation de l'élection présidentielle du dimanche prochain.
L'actualité sur un tout autre plan, l'hôtel Radisson de Bamako abritait la journée de fin de programme de l'assistance technique nationale plus. Le programme a été financé par l'USAID à travers son programme santé mis en place en 2008. Ce programme est une des composantes essentielles de l'assistance de l'USAID à notre pays, Garibou Pérou. Mise en place depuis octobre 2008 pour une durée de 5 ans, l'assistance technique nationale ATN+, qui s'achève en septembre 2013, est un programme santé USAID. L'accès des communautés aux services de santé à grand impact est une des politiques de cette assistance technique nationale et de ABET, une association américaine qui collabore avec ATN. Cette politique consiste à appuyer le gouvernement malien en matière de santé publique. ATN+, qui est un programme bilatéral du USAID Mali dans le domaine de la santé, apporte une assistance technique et financière à tous les niveaux de la pyramide sanitaire du pays, y inclut la société civile. La présente journée de la fin du programme est donc une occasion propice pour féliciter ATN+, pour sa contribution de qualité à la mise en œuvre de programmes de coopération sanitaire entre les États-Unis d'Amérique et le Mali. L'appui du programme Assistance technique nationale plus est apprécié par les différents services de santé. Après 5 années d'intervention sur le terrain, le programme ATN+ a su utiliser une frange importante des acteurs de la santé en les mettant en synergie avec les services déconcentrés de l'État. Cette coopération entre les États-Unis et le Mali a pris en compte la quasi-totalité des préoccupations des différentes structures sanitaires au Mali. La projection des magazines sur les réalisations de l'assistance technique nationale et la visite des stands étaient au menu de cette journée de fin de programme Santé USAID. Amener les producteurs du périmètre B de Manantali à occuper les parcelles, c'est la préoccupation du département en charge de l'agriculture. Le chef du département vient d'effectuer une visite de terrain sur le site avant de rencontrer les producteurs. Une démarche bien appréciée par les paysans, nous dit Adama Kodjo. 682 hectares, c'est la superficie cultivable du périmètre B de Manantali, dont l'exploitation a suscité beaucoup d'interrogations qui ont été levées par une étude d'un coût d'aménagement de 6,9 milliards de francs CFA. Le périmètre réceptionné en 2009 a été abandonné par les producteurs. Le ministre de l'Agriculture, qui vient d'effectuer une deuxième visite sur le site après celle de février, avait recommandé une étude diagnostique afin de valoriser le périmètre et relancer l'exploitation. Les résultats de l'étude qui ont été soumis à l'appréciation des producteurs recommandent entre autres la réhabilitation du périmètre B, la poursuite de son aménagement, sa sécurisation contre les hippopotames, l'accès aux intrants agricoles et aux équipements. C'est le seul ouvrage que le BAFI attendait, mais la réalisation n'a pas été comme nous l'attendons. Donc l'exploitation a été très difficile pour la population locale. On veut qu'on fasse des formations sur la riziculture. Et ça, c'est notre attente. L'accompagnement des producteurs en vue de lutter efficacement contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire se pose comme une priorité au département en charge de l'agriculture. Cependant, le premier responsable du département a appelé les producteurs à jouer le rôle qui est le leur. S'ils sont d'accord à jouer leur partition, et c'est au niveau de l'État aussi que nous devrons prendre nos responsabilités. Et je pense que ça prendra un peu plus de temps. Parce que quand il s'agit de dégager de l'argent, il faut deux choses. Soit il faudrait que nous ayons dans le budget d'État les fonds nécessaires pour prendre en charge la dépense, soit que nous trouvions un partenaire financier qui est intéressé par la réalisation de l'infrastructure. Le périmètre B de Manantali, attribué essentiellement à 14 villages de la commune rurale de Bamaflé, est réservé à la riziculture et à la polyculture. Autre visite de terrain, celle du ministre de la Justice en 4e région, Malik Koulibaly, à Ségou pour être renseigné sur les conditions de travail des membres de la famille judiciaire, des unités d'enquête ainsi que l'état de détention des prévenus. Sur place, le ministre a également offert à toutes les unités visitées du matériel informatique. Honoré Tchenou. Constater de visu les conditions dans lesquelles le personnel de la juridiction travaille
afin d'apporter la solution nécessaire. Voilà en substance la mission qui a amené le ministre de la Justice, Malik Coulibaly, à Ségou. Le ministre a ainsi visité les locaux du tribunal, ceux de la brigade de la gendarmerie de Ségou et Pelengana, le commissariat du 1er et 2e arrondissement, ainsi que la maison d'arrêt. À ces unités visitées, un constat commun, le manque de matériel et l'insuffisance des locaux. La justice n'est pas bien lotie. Et il faut se le dire. La déliquescence de l'État du Mali est due en partie à la déliquescence de la justice. La déliquescence de la justice elle-même est due en partie à la modestie des moyens. C'est pour cela que l'État doit mettre les moyens à la disposition des acteurs de la justice, à eux aussi d'œuvrer avec le sens patriotique, avec le sens de l'humain. La gendarmerie administrativement ne relève pas du ministère de la Justice, de même que la police, mais 80% de leur travail c'est au profit de la justice. C'est nous qui les employons plus, c'est pour ça que nous nous évertuons à les assurer un minimum de conditions de travail. Après la visite des unités, le ministre s'est entretenu avec l'ensemble des personnels des différents services affiliés à la justice pour mieux s'imprégner des difficultés liées à leurs conditions de travail. L'occasion était donc opportune pour Malik Coulibaly de remettre de l'outil informatique à chaque unité visitée. S'enquérir de l'état de santé de l'assurance maladie obligatoire dans la région de Sikasso et apporter un soutien aux organes de gestion du système de protection sociale, tel est l'objectif de la mission que le ministre en charge du développement social, de la solidarité et des personnes âgées vient d'effectuer à Sikasso. Sikasso, le point avec Sekou Konaté. En se rendant dans la capitale de la 3e région, le ministre en charge du développement social, de la solidarité et des personnes âgées veut s'enquérir de l'état de la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire AMO et du régime d'assistance médicale RAMED. L'objectif que nous avons eu, c'est de venir nous rendre compte sur le terrain, d'échanger avec les bénéficiaires, les prestataires pour comprendre si les constats que nous avons eus sur le niveau central sont vérifiés sur le terrain. De la Direction régionale du développement social à la pharmacie Joseph, en passant par la Caisse régionale de sécurité sociale, l'INPS, le centre de santé de référence et l'hôpital de Sikasso, le chef du département, accompagné des chefs de services centraux, a pu constater les avancées enregistrées. Au sortir d'une période où nous avons constaté quand même, parfois même une levée des boucliers au niveau de certains partenaires sociaux. Donc cela est extrêmement réjouissant et ça nous donne l'espoir que c'est un régime d'importance dans le tissu des réformes qui sont en cours en République du Mali. Une embellie qui ne doit pas cacher les difficultés qui ont pour nom le retard dans la délivrance des cartes, le remboursement des structures conventionnées. La difficulté majeure sur laquelle nous allons nous atteler, c'est de rendre les cartes disponibles dans les délais les meilleurs. La problématique du coût d'une ordonnance reste un problème entier, donc c'est de sensibiliser les prescripteurs pour qu'ils comprennent qu'ils ont un rôle important dans la maîtrise des coûts de l'assurance maladie pour éviter que le régime bascule. Au niveau des indigents et des autres couches, c'est de leur dire que des voies et moyens existent pour qu'eux aussi puissent accéder au système de santé. Et Mahamadou Diaby, gouverneur de la région de Sikasso, de saluer cette initiative du ministre du Développement social. Une visite pleine d'enseignements qui s'est achevée par une rencontre d'échange entre acteurs du système pour plus d'éclairage, des remises de cartes et une visite aux notabilités de Sikasso. Le citoyen d'honneur de la ville de Kayes, Mamadou Coulibaly, dit Kouli Farm, continue son acte de bienfaisance afin d'embellir la principale artère de la cité des rails. Il vient de reboiser l'espace allant du monument de la bougie au rond-point Harlem. Pour ceux qui connaissent la ville de Kayes, cela avec des arbres d'origine mexicaine et indienne. Une initiative citoyenne bien appréciée par les Kayesiens. Mahamadi Alioubari. N'a-t-on pas coutume de dire que celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement? Le citoyen d'honneur de la ville de Kayes, Mamadou Coulibaly dit Kouli Farm, a fait sien cet adage en se mobilisant encore pour lutter contre la désertification, mais aussi pour changer le visage de la ville de Kayes. Cela à travers la reprise des travaux, des plantations de plus d'une soixantaine de pieds qui ont été mis sous terre à travers la ville de Kayes. L'espace reboisé va du rond-point Harlem à celui de la bougie. J'en appelle à tous les citoyens kayesiens. D'abord, il est très facile de planter des arbres, mais entretenir un arbre n'est pas facile. Protéger un arbre n'est pas facile, surtout quand on plante un arbre sur une place publique
il y a des véhicules, des trucs, il faut le protéger. Il faut que chaque Caïsien soit un protecteur de ses plans. Le gouverneur des régions qui présidait la cérémonie a salué l'initiative avant d'inviter la population à en faire autant. C'est certainement bien en ces temps-ci qu'il y ait beaucoup plus de citoyens comme lui qui, par leurs seuls efforts, arrivent à transformer le visage d'une ville. J'appelle les autres citoyens à prendre exemple sur ce genre de geste. Le Mali, nous allons le construire nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir le faire à notre place. Signalons que ces plants sont constitués de glycéridia d'origine mexicaine et de Phytis india. Mamadou Koulibaly avait par le passé reboisé et aménagé une partie de la principale artère de la ville de Caille, ce qui a valu le titre de citoyen d'honneur. Nous sommes à Caille, restons-y, où vient de démarrer la formation commune de base des recrues du contingent 2013 du Centre d'instruction militaire de Ségala. 6 mois durant, 1000 éléments de la garde nationale, de l'armée de terre et de l'armée de l'air y seront formés à l'utilisation des armes. Mahamadi Alioubari, que nous retrouvons. Cette revue des troupes par le directeur du centre d'instruction de Ségala, le lieutenant-colonel Amara Doumbia, suivi de chants des recrues et la montée des couleurs consacre l'ouverture solennelle du centre d'instruction militaire de Ségala, situé à 60 km de Caille. Pendant 6 mois, les jeunes recrues doivent maîtriser le savoir-faire tactique et technique de jour comme de nuit afin de pouvoir tenir leur poste au sein de leur cellule dans un cadre opérationnel. Dans un Mali en proie à une situation politico-sécuritaire complexe, vous serez confrontés, jeunes recrues, à des situations très complexes à l'intérieur du pays. C'est donc le lieu de vous notifier qu'à l'issue de cette formation, vous serez engagés en guerre contre l'ennemi de la patrie. Selon les autorités administratives et politiques de la commune rurale de Ségala, la création d'une forte armée républicaine au service d'un Mali indépendant, laïque, libre et prospère est en bonne voie avec l'ouverture de ce centre d'instruction militaire à Ségala. Nous osons croire que ce centre d'instruction va drainer beaucoup de formations au niveau de la 4e région militaire. Maintenant, aux jeunes recrues, c'est recrues que ce centre vient d'habiliter pour la première fois. Les attentes sont grandes pour eux. Selon ces attentes, nous avons demandé d'être volatiles, à servir partout dans le partout où les besoins vont se de base des recrues du contingent 2013 comprend un effectif de 1000 éléments appartenant à la garde nationale, à l'armée de terre et de l'air. La Commission nationale des droits de l'homme, place de la CNDH, dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Khadija Toukone. Créée depuis 2009, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, est méconnue du peuple malien. C'est compte tenu de cette situation qu'elle a tenu cette conférence de presse pour montrer son rôle et sa place dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Notre rôle d'abord, c'est la promotion et la protection des droits de l'homme. Ensuite, c'est la publication d'un rapport sur la situation des droits de l'homme. Chaque année, nous publions un rapport sur la situation des droits de l'homme. Nous avons un rôle de conseil à l'attention du gouvernement. Nous attirons l'attention du gouvernement sur les violations des droits de l'homme et nous incitons l'État à prendre des mesures pour protéger les droits de l'homme. Nous faisons des visites de prison pour prévenir la torture et les autres traitements inhumains ou dégradants. Je voudrais lancer un appel à nos autorités pour leur dire que la Commission nationale des droits de l'homme du Mali n'est pas conforme au principe de Paris. Il y a des insuffisances. Donc nous invitons l'État et les autorités. Cette conférence de presse a été également l'occasion pour la CNDH de lancer son site web que vous pouvez désormais consulter au www.cndhmali.org. 3 inspecteurs des services de sécurité de la protection civile et membres du comité de l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations du service public ont prêté serment. C'était hier à la Cour suprême de Bamako. Ils auront pour rôle moraliser, éduquer et contrôler toutes les structures de police, de la gendarmerie et de la protection civile, et cela sur l'ensemble du territoire pour une bonne application des normes de l'administration. Le nouveau membre de l'autorité contribuera lui à l'information et la formation de l'ensemble des acteurs de la commande publique au développement du cadre professionnel. Ils ont tous juré de bien exercer leurs fonctions en toute impartialité.
Élection présidentielle, jour J-5, les forces de sécurité en alerte. Ils ont effectué hier soir une descente sur le terrain en vue de la sécurisation de la ville. Cette patrouille de grande envergure a permis de mettre la main sur certains individus mal intentionnés et sensibiliser d'autres. Compte rendu, Isaac Tchenou. Ils sont plus de 300 agents composés de policiers, de gardes et de gendarmes à prendre part à cette patrouille d'envergure à travers les 6 communes du district. Au rassemblement, les consignes sont claires. Les éléments sont répartis dans 4 secteurs. La ville de Bamako est prise d'assaut malgré une météo peu clémente. Conformément aux instructions, ces agents sensibilisent, orientent, éduquent et forment les citoyens, mais répriment aux besoins. C'est ainsi que plusieurs citoyens à travers la ville ont été interpellés. Ceux-là qui ne sont pas en règle sont conduits au poste de police le plus proche. Dans cette situation, un jeune homme a été appréhendé en possession d'armes. Nous avons aperçu ce motocycliste seul garé quelque part à un feu. Et réflexe de policier, nous nous sommes arrêtés. Et la première question que je voulais d'ailleurs poser, c'est que est-ce que vous n'êtes pas armé? J'ai engagé mes éléments pour vérifier immédiatement. Après une palpation, nous avons trouvé cette arme que vous voyez sur le monsieur et il prétend être Yacouba Touré. Donc cette arme sans graines, sans cartouches, nous avons vérifié, on n'a pas trouvé de cartouches, mais les voisins qui étaient arrêtés nous ont signalé un autre groupe de jeunes qui seraient avec lui. Mais tout ça, ça reste à être vérifié. Jusque-là, Yacouba, quand même, pour nous, il y a la présomption d'innocence qui prévaut, mais les enquêtes vont nous édifier. Si tout se passe bien au secteur 4, au secteur 2 par contre, un trafiquant de chanvre indien a été arrêté. L'objectif, c'est de veiller sur la sécurité des personnes ainsi que de leurs biens, veiller sur la quiétude de la société et la tranquillité dans nos cités. Nous avons interpellé un individu en possession de 26 boules de chanvre indien. Le secteur 1, qui comprend les communes 1 et 2, n'est pas resté à marge. Les citoyens se réjouissent et souhaitent la multiplication de ces opérations de sécurisation. La sécurité est l'un des soucis primordiaux pour les autorités du pays qui mettent tout en œuvre pour assurer la quiétude de la population. Voilà, vous aurez remarqué sur ces images que cette patrouille s'est déroulée sous une grande pluie parce que Bamako a été bien arrosé hier soir. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal.